Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors c'est un film. Alors pourquoi? N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on a programmé un film, on essayait de prendre, d'attraper à travers ce film-là aussi à la fois un cinéaste, parfois un genre, une période ou une sorte d'esthétique typique du Nouvel Hollywood. Et on s'est beaucoup posé la question sur la question du road movie. Le road movie, c'est un des genres les plus importants du Nouvel Hollywood, qui débute véritablement, on pourrait dire, avec Easy Rider, et puis Macadam à deux voix, 5 pièces faciles, film avec Jack Nicholson, et puis ensuite des dizaines de films. Donc ce genre-là est un genre qui est caractéristique du cinéma américain des années 70, même s'il existait avant évidemment, et puis il continuera un petit peu après. Et je me suis dit que prendre la fête de Garcia, c'était assez original, et ça permettait surtout de faire coup double, on pourrait dire. D'un côté, prendre un road movie, parce que le film que vous allez voir est un road movie, qui est étrange, attention, qui est très très curieux. C'est pas un road movie classique, on est très très loin d'Easy Rider. C'est un film qui mélange plusieurs genres d'ailleurs. On est un peu dans le road movie, on est un peu dans le conte noir, on est un peu dans le thriller, on est un peu dans le film d'action. Tout ça se mélange évidemment. Donc ça permettait à la fois de parler un peu du road movie, d'en montrer un, et à mon avis un des plus originaux de la période. Et puis évidemment, on ne pouvait pas faire un cycle sur les années 70 sans montrer un film de Peckinpah. Pas possible. Peckinpah, qui est un des cinéastes les plus importants de ces 50 dernières années, et à l'époque, qui est vraiment la horde sauvage. Quand son film sort en 69, ça fait vraiment l'effet d'une bombe, c'est une déflagration dans l'histoire du cinéma américain, dans l'histoire du western, et même esthétiquement. Je pense qu'on en avait déjà, d'ailleurs, semble-t-il, déjà parlé, mais la révolution formelle qu'a été la horde sauvage en 69, en fait, on n'en est toujours pas sorti. La mise en scène, on pourrait dire, de la violence, de l'action, des tirs, c'est quelque chose dont le cinéma américain continue de se servir encore aujourd'hui, même avec les effets numériques, etc. Donc Peckinpah, avec Léon, un peu au même moment, avait inventé une grammaire, une façon de filmer l'action, les gunfights, qui depuis n'a jamais été en fait renouvelée, on pourrait presque dire. Bon. Alors, pourquoi? Alors, Sam Peckinpah, il appartient à cette... je vais essayer de faire court parce qu'il faut qu'on parlera plus longuement après. Mais il appartient, donc, vous savez, à cette génération. Il y a 3 générations qui ont constitué le Nouvel Hollywood. Lui, il appartient aux anciens, si vous voulez. Il est né à la toute fin des années 20. Il est donc de la génération d'Arthur Penn, de John Frankenheimer, de Robert Aldrich, de Don Siegel. Il n'appartient pas à la génération des Scorsese, William Friedkin, Brian De Palma. Il est plus ancien. C'est quelqu'un qui est un autodidacte, si vous voulez, qui a travaillé d'abord à la télévision. Il s'est beaucoup formé à la télévision. Il a réalisé beaucoup d'épisodes de séries de westerniennes, Bonanza, des choses comme ça. Il s'est fait la main comme ça, comme Robert Altman, si vous voulez, par exemple, comme Arthur Penn, qui lui aussi a travaillé à la télévision. Et donc, il a réussi finalement à faire une série on pourrait dire, de petits films de télévision avant de réaliser son tout premier film qui date, le sien, du tout début des années 60, Deadly Companion, un film qui tourne avec son équipe de télévision d'ailleurs, avec à peu près les mêmes acteurs, qui est un film pas extraordinaire. On sent un Peckinpah encore totalement, on pourrait dire, étriqué à l'intérieur d'un système de production Hollywood qui lui permet pas encore de faire ce qu'il fera par la suite, en l'occurrence La Horde Sauvage. Et puis ensuite il va tourner alors un des plus beaux films d'ailleurs des années 60, un des plus beaux westerns, et d'ailleurs à l'époque André Bazin avait dit de Coup de feu dans la Sierra. C'est le film qui tourne en 62, c'est sans doute peut-être le plus beau western américain tourné lors de cette année-là. Et Coup de feu dans la Sierra, c'est un film qui racontait l'histoire de 2 westerners, on pourrait dire 2 cow-boys vieillissants, et qui se baladent dans un Ouest qui est en train de totalement changer. C'est le grand thème des films de Peckinpah. C'est à la fois des personnages qui sont, on pourrait dire, anachroniques, qui sont plus de leur temps, à l'intérieur d'une Amérique, ça peut être l'Ouest, là vous allez voir c'est le Mexique et l'Amérique, qui est en train de changer, sont les derniers, quoi. Le cinéma de Peckinpah, qui est un grand cinéma mélancolique, c'est le cinéma des derniers, quoi. Et La Horde Sauvage, pour ceux qui s'en souviennent, commence avec ça. Là, William Holden, Ernest Borgnine, toute cette bande de gens-là qui vont vivre finalement leur enterrement, quoi. Somptuaire, mais leur enterrement quand même. Et donc, il va réaliser ce très très beau western. 3 ans après, il réalise un autre western qui s'appelle Major Dundee avec Charlton Heston. Très très beau film, mais totalement mutilé par la production. À l'époque, ce qui va permettre de comprendre beaucoup de trajets de Peckinpah. Peckinpah qui était un cinéaste, on pourrait dire à la fois totalement exubérant, provocateur, nihiliste, alcoolique, qui a brûlé, on pourrait dire, sa vie par les deux côtés. Il est mort, il avait 54 ans, il est mort en 1989, il aurait pu tourner des années encore, et ses derniers
derniers films, il les fait sur un lit d'hôpital quasiment. C'est quelqu'un qui a une vie, on pourrait dire rock'n'roll, Sam Peckinpah, si vous voulez. Bon. Et avec Major Dundee, on peut dire qu'il inaugure une des relations orageuses qu'il aura avec les studios. Je dis ça parce que c'est très important pour Alfredo Garcia de penser que le film parle aussi du statut de Peckinpah à l'intérieur des studios hollywoodiens. On y reviendra évidemment après, mais ça c'est une clé qui est intéressante de voir. Vous allez voir que le personnage principal, qui est joué par Warren Oates dans Alfredo Garcia, porte des lunettes noires pendant une grande partie du film, qui est une sorte d'hommage de Peckinpah à lui-même. Peckinpah sur les tournages portait toujours des lunettes noires, et le film fait aussi un portrait de Peckinpah au milieu des années 70, alors que c'est un cinéaste qui vaut quasiment plus rien du point de vue d'Hollywood, qui est totalement rejeté, totalement marginalisé. Bon. Et donc il va réaliser Major Dundee, qui va être massacré. C'est les débuts de son rapport à Hollywood. Il a toujours des rapports extrêmement violents avec Hollywood. Et puis, donc il commence une sorte de petite tracée du désert qui va durer 4 ans pour lui, et puis c'est la fameuse année de la Horde sauvage, qui correspond avec les débuts de Hollywood. Peckinpah, il fait partie de tous ces cinéastes qui en 68-69 ont chacun dans leur domaine fait un film majeur. Alors il y a eu 2001, Rosemary's Baby, Bonnie and Clyde, on peut en citer d'autres, et la Horde sauvage fait partie de ces films fondateurs du nouvel Hollywood. Le film fait 2h45, une espèce de western apocalyptique, phénoménal, baroque, incroyable. Bon, et là Peckinpah, après ses relations avec Hollywood, va avoir un autre problème qui va lui coller à la peau en permanence, qui est celui de la violence. Il devient, pour une critique un peu conservatrice, l'incarnation d'une espèce de violence, on pourrait dire gratuite, totalement exubérante. Vous allez voir, la violence chez Peckinpah, c'est pas... on pourrait dire c'est pas un truc, c'est un thème central, c'est un des grands sujets du cinéma de Peckinpah, c'est le rapport de l'homme à la violence, le rapport de l'histoire à la violence, et on l'appellera à partir de là Bloody Sam d'ailleurs. Ceux qui n'aimaient pas Peckinpah l'appelaient Bloody Sam, l'homme des bains de sang et des carnages à l'écran, des gunfights si vous voulez. Bon. Après La Horde sauvage, il va réaliser d'autres films, Unbreakable Log, qui est un film très très doux, magnifique, avec Jason Robards, et puis donc Les Chiens de paille. Vous avez peut-être entendu parler des Chiens de paille avec Dustin Hoffman, qui est un film absolument incroyable et qui lui vaudra évidemment des volées de bois vert. Moi j'ai fait plusieurs débats sur les Chiens de paille et genre 9 fois sur 10 le débat se termine mal parce qu'on m'accuse évidemment presque de légitimer ce qui se passe dans le film. C'est un film qui est très compliqué, notamment avec une séquence de viol de 10 minutes extrêmement complexe au milieu du film. Et puis il va donc réaliser ensuite Pat Garrett, qui devait être son grand retour au western, une relecture du mythe de Pat Garrett, enfin de l'histoire de Pat Garrett and Billy the Kid. Et là encore une fois, le film est totalement, encore plus que Major Dundee, mutilé par la production, en l'occurrence la MGM, qui coupe 20 minutes, qui change le montage, change le début, change la fin. C'est un massacre intégral. Et en gros, c'est dans cet état-là que Peckinpah va attaquer Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Dans un état où il est totalement marginalisé à Hollywood, plus personne ne veut lui faire confiance, il est beaucoup trop instable, beaucoup trop colérique avec les producteurs, c'est quelqu'un qui tourne, en plus qui tourne beaucoup de plans, mais qui ne donne pas suffisamment de matière pour que ensuite un monteur dans son dos puisse remonter n'importe comment le film. C'est très compliqué de remonter un film de Peckinpah, parce qu'il n'y a que lui qui a dans sa tête la logique du montage, et donc il va tourner Alfredo Garcia. Alors vous allez voir, on en parlera plus longuement après, mais ce film en fait est tourné alors au Mexique, qui était pour Peckinpah un peu le paradis perdu, si vous voulez. Il y en a qui rêvaient d'arriver en Californie, d'autres qui rêvaient d'arriver à Nouvelle-Orléans. Le paradis de Peckinpah, dans son imaginaire cinéphilique, si vous voulez, c'est le Mexique. Quand Peckinpah, il a vécu là-bas, il a épousé une Mexicaine à un moment de sa vie, et donc, si vous voulez, c'est l'Éden pour lui, le Mexique. Et donc, il va tourner ce film à Mexico, et dans la banlieue de Mexico, et ça raconte, vous allez voir, l'histoire d'un pianiste de bar qui est chargé d'une drôle de quête. Vous allez voir quelle est cette quête, même si le titre en dit évidemment beaucoup. Le film est tourné en 4 mois. C'est intéressant parce qu'il est tourné en août 74. C'est là que commence le début du tournage, en août 73, pardon, le début du tournage du film. Autrement dit, on est en pleine affaire Watergate, et vous allez voir que toute l'histoire du Watergate, on pourrait dire nimbe, hante le film comme un fantôme. Amusez-vous à repérer toutes les fois où Nixon, le portrait de Nixon apparaît dans le plan. Une première fois dans un billet de 5 ou 10 $, une autre fois sur une couverture de Time Magazine. Et c'est aussi, même si c'est tourné au Mexique, un commentaire de ce qu'on appelle l'Amérique du Watergate que va filmer évidemment Peckinpah. Et le film est tourné donc avec une grande partie d'une équipe mexicaine, et notamment, et je m'arrêterai là, le personnage qui joue le rôle du patriarche mexicain qui va lancer tout le récit, El Jefe dans le film, qui est joué par Emilio Fernandez. Emilio Fernandez, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui jouait le rôle du général Mapache
dans La Horde sauvage. C'était un acteur. C'était aussi un cinéaste extrêmement connu au Mexique. Le Filet, c'est lui. C'est quelqu'un qui a réalisé des mélodrames, des films policiers, des films de meurtre très importants. Donc c'est à la fois un acteur et un cinéaste. Et c'était aussi un peu le parrain du cinéma au Mexique. C'est-à-dire que si on voulait tourner un film au Mexique, si on n'avait pas Emilio Fernandez dans sa poche, on pouvait absolument rien faire. Voilà. Donc vous allez voir, donc ce film Apportez-moi tête d'Alfredo Garcia. C'est un film, c'est sans doute le dernier très grand film de Sam Peckinpah. Après, il en tournera d'autres, deux précisément. Il tournera Tueur d'élite et puis Starman Weekend, son tout dernier film. Et c'est un film Alfredo Garcia qui a peu marché dans sa sortie en salle. On y reviendra. Pour quelle raison le film a peu marché? Les gens pensaient à l'époque que ce serait La Horde sauvage bis, énorme succès public et en partie critique. Là, pas du tout. Le film a plutôt mal marché et un peu tombé dans les oubliettes pendant des années. Et il est ressorti dans les années 80 et peu à peu, il a commencé à être un peu, on pourrait dire, réévalué, si vous voulez. Et aujourd'hui, la critique considère qu'Alfredo est peut-être le chef-d'œuvre de Sam Peckinpah. Voilà. Donc, bonne projection et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc ça vous a plu à tous, hein? C'est bien de découvrir ce film en fait, parce que c'est un film assez rare, qui existe maintenant aujourd'hui, qu'on peut trouver soit en DVD ou en Blu-ray, mais c'est un film qui est rare de Peckinpah. Et c'est un film très noir, je ne vous l'avais pas dit avant, pour ne pas vous plomber, déjà vous étiez venu, il pleuvait, etc. Alors en plus vous avez donné l'humeur d'Alfredo Garcia. Cela dit, si on connaît un tout petit peu Peckinpah, on sait qu'il a rarement fait des films optimistes. Hein, c'est toujours des films qui sont des films extrêmement noirs, plutôt déprimés, très mélancoliques, et là c'est le cas. Alors, il y a 2-3 choses que je voulais vous dire avant qu'on échange. Une série d'infos et de détails. Par exemple, alors c'est intéressant parce que le film, il est connu évidemment aujourd'hui pour beaucoup de raisons, mais notamment par la façon dont en fait sa structure est faite. Là, vous avez vu que le titre du film n'apparaît qu'à la fin. Hein, donc, il y a au début, alors on ne le remarque pas forcément la première fois qu'on voit le film, on pense que le titre est passé, qu'on l'a manqué, pas du tout. Donc, le titre du film n'apparaît qu'à la fin. Et l'avant-dernière image du film est en fait est aussi la première image du film. Je dis ça parce que c'est un film qui fonctionne totalement sur une sorte de structure circulaire. Hein, c'est vraiment le schéma. En fait, quand je vous l'ai dit que c'est un road movie tout à l'heure, c'est vrai, mais en fait c'est un anti-road movie. Ou alors c'est un road movie complètement malade. Donc, c'est un road movie qui nous fait croire qu'on va d'un point A à un point B. Hein, et en fait, c'est un road movie qui nous dit qu'on va d'un point A à un point B et on revient au point A, si vous voulez, si ce n'est qu'entre-temps, tout a changé. Hein, c'est un film sur comment est-ce qu'on passe si vous voulez, du pareil au même. Hein, si ce n'est qu'au début, le personnage, il croit qu'il est vivant. Hein, c'est ça qui est intéressant, et finalement il va se rendre compte finalement qu'il est mort, et à la fin, et on peut dire la seconde partie, on pense qu'il est mort et finalement il se croit vivant. Hein, c'est un film qui est très très curieux sur les rapports entre la mort et la vie, et ça c'est quelque chose qui est typique du cinéma de Peckinpah. Il y a 2 grandes séquences me semble-t-il dans le film, enfin il y en a beaucoup évidemment. Je trouve que le film est sublime de bout en bout, mais il y a 2 séquences formidables. C'est la séquence presque paradisiaque entre Warren Oates, l'homme qui joue Benny, et Isela Vega, hein, contre l'arbre. Hein, c'est le moment où on se croirait presque dans Le Magicien d'Oz à ce moment-là. On se dit qu'ils vont vraiment y arriver, où ils échangent leurs désirs, on va se marier, etc. Très très belle séquence, qui est d'ailleurs le dernier grand moment avant qu'on plonge dans l'obscurité absolue. Et puis ça, c'est une très belle. Et puis la séquence du cimetière, évidemment. Enfin, une fois que Benny se réveille, et c'est un très très beau moment. Enfin, moi, j'adore cette séquence parce que c'est le moment où on se rend compte finalement que lui a échappé à la vie. Hein, donc il ressort de terre comme un mort-vivant d'ailleurs, et c'est ce qui va être pour la suite du film. C'est pour ça que c'est un film qui a un côté presque fantastique par moments, qui est hanté par la mort. En plus, on est au Mexique. On sait que au Mexique, la culture de la mort est très différente, évidemment. Et en même temps, tout ce qui prouve sa vie à lui, alors on est un petit peu soulagé. Et là, évidemment, il se retourne, il se rend compte que Elita, enfin sa femme, elle est morte. Et ce mouvement, il est intéressant parce qu'il est typique du cinéma de Peckinpah, à savoir que tout ce qui prouve quelque chose prouve toujours en même temps son contraire. C'est pour ça que c'est un cinéaste qui est très complexe, Sam Peckinpah, et qu'on a souvent attaqué d'ailleurs pour des raisons éthiques ou morales, notamment dans sa façon d'utiliser la violence, ou dans l'ambiguïté permanente qu'il y a dans ses scènes. Je pense notamment à la fameuse séquence du viol, là, dans le film,
avec Christopherson et Donny Fritz. Christopherson qui avait joué chez Peckinpah, c'est lui qui jouait le rôle de Billy the Kid quelques mois auparavant et qui rejouera dans Le Convoi quelques années plus tard. Et Donny Fritz, l'homme qui l'accompagne à moto, c'est son claviériste, parce que Christopherson est un chanteur de country, et c'est l'homme qui fait du clavier qui vient le jouer ce petit rôle. Mais cette séquence, elle est intéressante, parce que pour moi, tout est du Peckinpah pur et dur, mais cette séquence est du Peckinpah pur et dur. C'est qu'au début, lorsque évidemment ils se retrouvent tous les deux, le pneu a éclaté, voilà, on est une séquence presque typique, à la fois du western et du road movie, le campement, le petit feu, la guitare, tout y est, on est entre le western et le campement hippie, si vous voulez. Les deux motards arrivent, ils sont évidemment filmés comme des menaces. Vous avez vu la façon dont systématiquement le film répète ce motif d'une séquence idyllique qui est troublée par l'arrivée de deux hommes filmés en contre-plongée qui viennent troubler ça. C'est la première séquence du film, par exemple, avec cette fille qui est au bord de l'eau. Là encore, on a l'impression que c'est l'image d'un paradis perdu, c'est sublime. Et peu à peu, la séquence va s'assombrir. D'abord, cette femme qui arrive, qui lui met un châle noir sur l'épaule, et puis l'arrivée de ces deux hommes, le bruit des éperons, le noir. Et là, on va passer de la lumière, ce petit lac sublime, au tombeau familial, parce qu'ils sont filmés comme des morts vivants, véritablement, totalement immobiles. On ne sait même plus qui sont les plus vivants d'ailleurs. Est-ce que ce sont les portraits des tableaux, cette espèce de longue lignée à laquelle ils appartiennent, ou ceux qui se tiennent debout dans la salle? Et là, cette séquence-là, elle est passionnante parce qu'elle bascule, elle va de quelque chose vers son contraire absolument. Et dans la séquence du viol, c'est la même chose. C'est qu'au début, on pense qu'on est parti sur une séquence assez classique, à savoir que deux hommes vont forcer une femme ou un à coucher avec elle. Et puis peu à peu, Peckinpah introduit du doute dans cette séquence-là. Et ça, c'est typique de lui, ce qui est très dérangeant. Bon, encore une fois, moi, j'ai fait plusieurs débats sur certains de ses films, notamment sur Les Chiens de paille, où il y avait une grande partie du public qui ne supportait pas ça. Qui ne supportait pas, notamment, par exemple, dans cette séquence, lorsque Isela Vega demande, lui, ça se prépare à la violer, et d'un seul coup, il fait machine arrière, on pourrait dire, et elle lui dit « please don't ». C'est très compliqué à interpréter ça. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire... Est-ce qu'elle a du retard? Elle lui dit ne me touchez pas, ne me violez pas, ou ne me faites pas l'affront de ne pas me violer. Ça voudrait dire que je ne suis plus désirable. Et donc cette espèce de phrase, c'est ça que les versions françaises chez Peckinpah, c'est toujours un peu compliqué, parce que jamais on capte la subtilité, là pour le coup, du dialogue anglais. Et le please don't de Isela Vega, tout Peckinpah est là. C'est-à-dire que c'est pas, quand je dis ça, c'est que c'est pas une interprétation ou bien l'autre, en se disant... certains d'entre vous pensez qu'effectivement, elle veut au contraire mettre à distance Christopherson, son violeur éventuel, et les autres qui penseraient non, pas du tout, au contraire, elle désire être violée. Mais c'est ça qui est fort chez Peckinpah, c'est qu'il faut toujours penser les deux interprétations en même temps. C'est ça, une des caractéristiques du cinéma de Peckinpah, c'est que chaque séquence, l'ambiguïté, ce qu'on appelle l'ambiguïté du cinéma de Peckinpah, c'est pas que c'est un cinéaste qui ne sait pas ce qu'il veut dire. C'est pas que c'est un cinéaste qui hésite, c'est que c'est un cinéaste qui ne cesse de dire que les situations, les comportements, etc., sont toujours, on pourrait dire, le résultat d'un mélange de forces contraires. Et tant qu'on ne se situe pas au centre de ça, on ne comprend rien. Et c'est très osé parce que il n'y a pas beaucoup de cinéastes, d'abord, qui ont osé faire des films comme ça, qui ont osé attaquer de front de ce type de problème-là. Cette séquence avec Isela Vega, elle est extrêmement puissante, en même temps, elle est très difficile et osée. Il faut oser filmer quelque chose comme ça. Et il y a très peu de cinéastes qui ont osé en fait se mettre au cœur de ça. C'est-à-dire que je dis ça parce que vous avez bien vu que la violence est quelque chose qui est très très présent et qui est même très très beau par moments. Il y a des gens qui, pour défendre Peckinpah, disent oui, non, mais Peckinpah, c'est pas du tout quelqu'un qui encense la violence, qui la rend esthétique, c'est quelqu'un qu'au contraire, qui la rend désagréable, qui nous plonge le nez dedans, etc. Moi, j'ai jamais cru à ça. Je pense que les séquences de violence dans les films de Peckinpah, elles sont à la fois sublimes et répugnantes. Les deux à la fois. C'est-à-dire que la violence, elle est évidemment qu'il l'esthétise. Le surdécoupage, le ralenti, il a une façon de filmer la violence qui la rend magnifique. Mais au sens presque plastique du terme. Pour ceux qui ont vu La Horde sauvage parmi vous, ou la fin, ou la dernière séquence, ou la première séquence du film, ce sont des espèces d'opéras, des baleines morts, c'est comme les films de John Woo, ou des choses comme ça, ou les duels de Sergio Leone. Il y a un plaisir esthétique qui est vrai. Et en même temps, la violence est son sujet. C'est-à-dire que la violence, ça fait mal. Et le no que répète plusieurs fois Alfredo Garcia à la fin est très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne cesse de dire non à une violence qu'il est évidemment en train de commettre. Et la question que posent les personnages de Peckinpah, et ses films en particulier, c'est toujours le prix
qu'on doit payer lorsqu'on commet la violence. Et ce qui est évidemment terrible avec le personnage de Benny, c'est que on ne va pas couper la tête d'un mort comme ça, pour gagner 10 000 $ ou 5 000, je ne sais plus, impunément. Et en fait, le film est une sorte de succession on pourrait dire, de punitions en cascade, si on veut, à partir du moment où il a pris la décision de déterrer Alfredo. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est sans doute, avec un ou deux autres cinéastes, je pense à un autre qui s'appelle Michael Cimino, auquel on reviendra à la toute fin avec Le bout de l'enfer, et un autre un peu plus tardif qui s'appelle William Friedkin. Il y a très peu de cinéastes, même pas américains, mais là en l'occurrence hollywoodiens, qui ont su aborder la violence comme ça. Parce que, si vous voulez, il y a d'ailleurs la très très belle séquence, on pourrait même en parler de ce point de vue-là, la séquence de rencontre entre la famille d'Alfredo, sur le bord de la route, et les deux hommes de main, d'ailleurs qui sont sans doute des amis, que Peckinpah traite d'ailleurs comme deux hommes de main qui ont sans doute une relation amoureuse tous les deux, entre la première réaction extrêmement violente lorsque la prostituée lui met la main sur la cuisse au tout début du film, la façon dont il l'éjecte, on voit bien que c'est une relation amoureuse entre les deux, de la même façon qu'il filmait entre Borgnine et William Holden, quelque chose aussi, on pourrait presque dire un peu homoérotique, si vous voulez, entre les deux personnages. Et cette séquence, elle est très très belle, parce qu'on se rend compte que Peckinpah, il a inventé, mais véritablement, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'à mon avis, son apport dans le cinéma est considérable, c'est qu'il a inventé l'idée que jusque-là dans le cinéma américain, il y avait toujours l'idée que, en fait, on ne filmait pas la violence, vous me dites si je ne suis pas clair, on ne filmait pas la violence, mais on filmait des individus violents. Ça veut dire qu'il y avait des méchants, des gens qui commettaient des actes de violence pour X ou Y raison, mais c'est ça qu'on filmait. C'est-à-dire que la violence, elle émanait d'un individu en particulier. Donc elle était dirigée d'un individu contre un autre, ou contre un groupe, enfin peu importe. Et donc c'était ça qu'on filmait, des individus violents. Bon. Ce qui est... alors évidemment, vous comprenez bien que si on filme un individu violent, on peut adopter le point de vue de la violence. Est-ce qu'on est avec cet individu ou non? Tout est question de point de vue. Bon. Avec Peckinpah, et on le voit bien dans la façon dont il utilise le surdécoupage, le ralenti, la multiplication des plans, l'importance du sable, de la poussière, de la matière dans ses films. Peckinpah, lui, il a filmé, si vous voulez, la violence, non plus comme le fait d'individus violents, mais comme un phénomène. Il y a quelque chose de climatique chez Peckinpah lorsqu'il filme la violence. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, et pour ceux qui ont un peu en tête d'autres films de Peckinpah, et notamment c'est les grandes séquences de violence des films de Peckinpah ou de gunfight ou d'échanges de coups de feu, au bout d'un moment, on ne sait plus qui tire sur qui. Et là, à petite échelle, il y a ça dans cette séquence d'Alfredo Garcia. Au bout d'un moment, et ça c'est assez fort parce qu'on ne sait plus qui tire sur qui, on a juste le spectacle du satire, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, le passage de la violence comme rattaché à un individu à la violence comme phénomène, c'est quelque chose que lui a inventé d'absolument capital et qui est totalement révolutionnaire dans l'histoire du cinéma américain. Totalement révolutionnaire. Parce que si la violence est un phénomène, elle se met à affecter tous les individus. Elle circule. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on se retrouve, il y a toujours des enfants dans ces films. Là, un tout petit peu, je sais pas, vous avez vu à la toute fin, il y a un petit garçon qui repose le revolver. Peckinpah est un anti-rousseauiste au possible, qui a jamais cru que c'est le contact avec, si vous voulez, les hommes adultes, la civilisation qui rend violent. Lui, il pense que la violence, elle est absolument ontologique. Ça, c'est son côté, on pourrait dire, assez pessimiste. Et il a toujours mis des enfants au milieu, non pas pour en faire des symboles de virginité ou spectateurs pas encore frappés par la violence des hommes, pas du tout. Il a toujours mis les enfants au milieu, comme finalement on pourrait presque dire le devenir violent des personnages eux-mêmes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a souvent reproché à Peckinpah. Ça fait partie de ces tabous qu'on brise difficilement au cinéma. Montrer des enfants qui jouissent dans l'exercice de la violence, c'est quelque chose qui ne se fait pas. À la fin de La Horde sauvage, lorsqu'après le grand massacre qui a lieu entre 25 factions, si vous voulez, Mélan civil, hors-la-loi, agence Pinkerton, tout ce que vous voulez, à la fin du film, il montre des enfants qui font la même chose avec des scorpions et des fourmis, et qui s'amusent de façon cruelle à mettre le feu à des scorpions et à des fourmis. Il nous dit, ben voilà, il n'y a pas de différence de nature entre ces gamins aux têtes blondes, adorables, et puis le massacre qu'on vient de voir, il y a une différence de degré. La violence, elle est déjà là.
Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on a aussi beaucoup reproché à Peckinpah, parce qu'il a transgressé quelques lois un peu fondamentales du cinéma hollywoodien. Cette idée de la violence qui peut déborder l'individu et en toucher un autre, ce qui fait qu'un individu, dans les films de Peckinpah, il commet de la violence, par moments il a raison, par moments il a tort, par moments il la commet contre lui, par moments contre d'autres personnages. Mais l'idée de Peckinpah, c'est qu'au fond, la violence, elle emporte tout sur son passage. C'est pour ça que dans ces grandes séquences, il y a le moment où on a l'impression que le monde entier tourbillonne. On a les voitures, le sable, dans ces westerns sont les chevaux, et que la violence est une espèce de mouvement, une sorte de tourbillon qui prend tout sur son passage et qui contamine tout. Ce qui fait que, je termine là-dessus parce que à mon avis ça me semble être un des apports importants de Peckinpah à l'histoire du cinéma et notamment au Nouvel Hollywood, ce qui fait que Peckinpah a dit, lorsqu'on l'interrogeait là-dessus, et c'était un provocateur, donc il répondait toujours à côté de la plaque, disant toujours des choses qui étaient fausses, mais très volontairement. Et vous savez, il y a toujours cette croyance encore aujourd'hui très importante sur l'idée qu'il y aurait une bonne et une mauvaise violence. C'est un débat tarte à la crème qui revient à peu près tous les 6 mois. Il y a une revue, il y a Télérama qui fait un truc là-dessus et qui nous explique qu'il y a une bonne et qu'il y a une mauvaise violence. Bon, on peut croire à ça. Et Peckinpah, lui, citait toujours, il disait, écoutez, cette question de la bonne et la mauvaise violence, qu'on lui disait, mais chez vous, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop distinguer, on prend du plaisir, en même temps, c'est dégoûtant, on n'arrive pas vraiment à faire le tri dans le type de violence que vous voulez montrer, avec l'accusation suprême, qui est en gros, vous avez un rapport complaisant à la violence. Sur le Joker qu'on sort, c'est complaisance à la violence. Bon. Et Peckinpah disait, et je dis ça, mais après chacun peut avoir son point de vue là-dessus, mais en tout cas au cinéma, moi c'est quelque chose auquel je crois mais fermement, quoi. C'est qu'il disait, il n'y a pas 36 façons de filmer la violence au cinéma. Il disait, soit on ouvre les yeux sur cette violence-là, soit on les ferme. Et il dit, si on ouvre les yeux, on pactise toujours un peu forcément, malgré soi, avec la violence qu'on est en train de filmer. Ce qui fait que nous, on réfléchit très souvent, quand on parle de bonne ou mauvaise violence, en termes de ce qu'on appelle la monstration. Ça veut dire que la violence, on va la montrer, mais il y a 2 façons de la montrer. Une qui serait bonne et une qui serait pas bonne. Voilà. Peckinpah disait non. Dès lors qu'on décide de montrer la violence, les 2 se mélangent. Et que même quelqu'un armé des meilleures intentions du monde, de l'éthique la plus propre qui soit, peu importe, dans tous les cas, dès lors qu'il filme la violence, il pactisera aussi avec elle. Il disait donc il y a 2 solutions, où on ouvre les yeux ou on se les crève. Et il disait, moi j'ai choisi de les ouvrir. Et donc c'est intéressant parce que quand on voit les films de Peckinpah aujourd'hui, alors en gros vous pouvez, si vous avez l'occasion, mais revoir les films de la période, disons 69-78, c'est 10 années. Il a tourné sur une période assez courte, Peckinpah. Encore une fois, il est mort en 84, jeune. Vous avez, à mon avis, une représentation unique qui aujourd'hui aurait presque du mal, d'ailleurs bizarrement, à exister. Je pense qu'on a beaucoup régressé sur l'utilisation de la violence au cinéma par rapport à ce type de film-là. Et vous avez une vision parfaite, à mon avis, de ce qui a été un des apports de l'action de la violence dans le Nouvel Hollywood, si vous voulez. Mais ça, encore une fois, c'est la marque de fabrique de Peckinpah. Qui a vu les Chiens de paille parmi vous? Ah bah très bien. Vous vous souvenez tous de la séquence des Chiens de paille, la séquence du viol de la femme de Dustin Hoffman dans les Chiens de paille, qui est une séquence évidemment de violence et qui répond encore à ça. Que si on voit cette séquence de viol, on se trompe si on commence à vouloir trancher, en se disant elle veut ou elle ne veut pas. Bon, Peckinpah, c'est un cinéaste, si vous voulez, du et. Voilà, en fait, pour le dire très simplement, c'est ça. Et la plupart des cinéastes sont des cinéastes du ou. Et le et, c'est ça. C'est-à-dire que dans le viol des Chiens de paille, elle ne veut pas le viol et elle le veut en même temps. Voilà. Et ça, c'est vrai que ce qui est assez fascinant avec Peckinpah, c'est que c'est un cinéma, on sent bien quand on le voit que c'est un cinéma qui est extrêmement à la fois intuitif, très sanguin, très énergique et en même temps extrêmement intellectuel. Moi, c'est ça qui m'a toujours fasciné chez lui. C'est que quand vous le voyez, vous avez l'occasion de voir des reportages sur lui, il a toujours son côté un peu rustre, un peu à la John Ford, avec ses lunettes noires, un peu renfrogné, etc. Et donc c'est quelqu'un qui jamais n'a théorisé sur ses films. Ce que je vous racontais sur Oedipe, c'est le maximum qu'il ait fait. Et c'est souvent une leçon, ça, quand on écoute des cinéastes, c'est que moins ils pensent leur film, plus leur film pense, et vice-versa.
Ça, c'est un autre débat. Et Peckinpah, non. Peckinpah, on sent que c'est un homme qui a vécu évidemment ses films. Hein. Benny, c'est son portrait à lui. C'est vraiment son portrait. Il est vraiment une espèce un homme qui a vécu dans la dépense absolue. Il y a des anecdotes immenses, interminables, qui circulent sur la façon dont Peckinpah tournait ses films, les rapports qu'il avait avec les producteurs, la violence qu'il avait avec eux, enfin peu importe. Mais c'est quelqu'un on sent que c'est on dirait aujourd'hui, si vous voulez, que c'est quelque chose. On sent que c'est un cinéma qui est tourné avec les tripes, quoi. Il y a une forme, après on n'adhère pas évidemment, mais il y a une forme de sincérité absolue quand on voit le cinéma de Peckinpah. Et en même temps, c'est un cinéma que je trouve très. Alors quand je dis intellectuel, le mot n'est pas bien choisi, je dirais que c'est plutôt très subtil, quoi. Et alors, ce qui fait qu'on a ce mélange chez lui d'extraordinaire brutalité, c'est très frontal. Les morpions dans le sexe de Warren Beatty, il va très loin dans des scènes, il n'hésite pas du tout, il est proche de la trivialité par moments. C'est jamais vulgaire, mais c'est souvent trivial. Et en même temps, c'est extrêmement subtil, quoi. Et moi, ça, c'est quelque chose que je... Voilà. Donc, il était hors de question, évidemment, de faire un cycle sans passer par la case Peckinpah. Si vous voulez, pour moi, La Horde Sauvage, c'est Citizen Kane de Nouvelle Hollywood. Il y a tout dans La Horde Sauvage. En fait, on n'a pas passé parce qu'on s'est dit que c'était un film que vous connaissez sans doute un peu plus. Vous avez tous vu La Horde Sauvage? Non. Alors ça, voilà, c'est un truc à faire. Mais voilà, donc on s'est dit que Alfredo était un film un peu plus original. Alors voilà, donc cette question de la violence, elle est importante parce que c'est vrai sur Alfredo et c'est vrai sur la plupart des films de Peckinpah. Pour moi, quand on s'intéresse à la question de la violence, au cinéma ou des images, c'est absolument passionnant d'aller voir les films de Peckinpah. Et une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on considère, si vous voulez, qu'il y a une bonne et une mauvaise violence, il y a ce qu'on appelle, on pourrait presque dire, une espèce d'éthique du regard. Ça veut dire que lorsque je considère qu'un homme, il y a quelqu'un qui commet une bonne violence et quelqu'un qui commet une mauvaise violence, en fonction de l'endroit où je place ma caméra, je vais adopter son point de vue ou non. Et beaucoup de critiques à l'égard de certains cinéastes qui utilisent la violence de façon un peu, on pourrait dire, désinvolte, si vous voulez, disent, mais le problème, il y a eu ce fameux débat autour de Tarantino au début, hein, sur Reservoir Dogs, par exemple, vous avez peut-être vu Reservoir Dogs, la fameuse séquence du hangar et de l'oreille, et il y a un débat à l'époque qui disait, le problème de la façon dont Tarantino filme cette séquence-là, c'est qu'il est par moment avec le tortionnaire et par moment avec la victime. Autrement dit, il joue sur les deux tableaux. Et on peut, mais je veux dire, ce qu'on lui reprochait, c'était ça. C'était justement de vouloir rafler la mise à tous les coups. Hein, d'être avec la jouissance du tortionnaire, du bourreau, lorsqu'il torture sa victime, hein, et être avec la peur, donc même identification évidemment, de la victime lorsqu'il voit arriver le bourreau. Et ça c'est intéressant, parce que c'est pas le et dont je parle à propos de Peckinpah. Vous comprenez ça? C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est que je veux en fait deux choses. Hein, je constate qu'il y a deux points de vue opposés et je veux rafler la mise sur les deux points de vue en même temps. Peckinpah dit il n'y a pas deux points de vue opposés. Il y en a un seul, mais ce point de vue-là, il est scindé en deux. Hein, les deux forces se mélangent. Vous comprenez ça? Et ça, c'est très important parce que les films de Peckinpah, ils nécessitent d'être assez précis, notamment sur le film est génial pour beaucoup d'autres raisons, et on va y revenir, hein, mais aussi pour cette raison-là. C'est que ça vaut le coup quand on s'intéresse à cette question de la violence, qui est une question encore une fois récurrente, qui est passée par Kubrick, par Tarantino, aujourd'hui qui passe par des gens comme Haneke. Par exemple, Haneke, moi, pour avoir des discussions avec lui, il y a quelqu'un qui déteste Sam Peckinpah, par exemple. Et ça me dit beaucoup de choses du cinéma d'Haneke, le fait qu'Haneke déteste Sam Peckinpah. Hein, donc je me dis que j'ai raison d'aimer Peckinpah. Enfin, bref. Et voilà. Donc, alors, il y a une autre chose que je voulais vous dire qui me semblait importante, c'est que je vous ai dit, peut-être au tout début, qu'on a commencé, pour ceux qui étaient là, à parler, je crois que c'était au moment du lauréat, je ne sais plus, ou de John McCabe. Vous savez, cette idée que le nouvel Hollywood serait une sorte de période qui serait une période homogène, 67-80 au début. Voilà, un matin on se réveille, tout change, tout va bien, nouvelle forme, nouveau type de personnage, nouvelle thématique, nouveau rapport au pouvoir. Puis en 80, un jour on se réveille, gueule de bois, et puis là c'est parti pour le cinéma, on pourrait dire de l'entertainment des années 80. Bon, évidemment, c'est pas le cas. Et là, dans le cycle, sachant que finalement les films que vous voyez, ils sont tous pris dans un ordre chronologique. On a commencé en 67, là on est en 74. Et alors, c'est intéressant de faire ce micro-effort et d'essayer au fil des mercredis qu'on va passer ensemble, de voir la façon dont l'humeur des films évolue, si vous voulez.
C'est aussi pour ça que moi je les ai choisis. C'est-à-dire que vous allez voir qu'entre le lauréat de 67 et Voyage au bout de l'enfer en 78, 11 ans plus tard, évidemment, soit c'est le nouvel Hollywood, mais alors c'est plus du tout le même nouvel Hollywood, et que tout a changé. Si le nouvel Hollywood a changé, c'est que l'industrie a changé, c'est que les cinéastes eux-mêmes ont changé, c'est que l'Amérique a changé aussi. Et ça c'est intéressant parce que Alfredo Garcia, c'est un film presque du mi-temps. En fait c'est faux, parce que le film est en 73 et je pense que le vrai mi-temps c'est 72 si vous voulez. Mais on est passé dans, alors, si on considère que le nouvel Hollywood se scinde en deux parties, la partie euphorique et puis la partie désenchantée, la partie gueule de bois. Là on est rentré dans la partie gueule de bois maintenant si vous voulez. Et là, vous allez voir les films que ce soit Martin, Taxi Driver ou d'autres films. Là, on est dans le moment du désenchantement du nouvel Hollywood. C'est le moment où le nouvel Hollywood continue. Il y a de très grands films qui vont être faits encore pendant 4-5 ans, mais au fond, c'est déjà fini. Alors, et pourquoi c'est déjà fini? Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui ont lieu en Amérique, évidemment, à l'époque. On a parlé évidemment de la guerre du Vietnam. En 1974, on est à 1 an de la fin officielle, mais c'est mort depuis longtemps. C'est une catastrophe intégrale. Et puis, il y a évidemment l'affaire du Watergate. Il y a d'autres affaires, mais celle-là, elle pèse beaucoup, énormément. Et beaucoup de films américains de 1972 vont avoir cette affaire-là, si vous voulez, en toile de fond. Pourquoi elle est fondamentale, cette affaire-là, par rapport à une autre? C'est qu'elle va... évidemment, elle va faire basculer dans l'histoire du cinéma américain cette espèce de rapport sacro-saint que le cinéma hollywoodien a toujours eu avec les institutions, si vous voulez, et ceux qui les incarnent. C'est-à-dire que ce soit de Lincoln, les grandes figures à Washington, si vous voulez, le pouvoir, la Maison-Blanche. Voilà, il y a cette idée que ceux qui sont dépositaires en gros des valeurs américaines sont dans le cinéma américain avant le nouvel Hollywood, digne de foi. Il y a cette confiance absolue. Enfin, Monsieur Smith au Sénat. Si on va au Sénat, le Sénat totale confiance, en fait, on arrivera à quelque chose. À partir du Watergate, il y a d'autres affaires avant qui fêlent tout ça, évidemment, mais le Watergate, c'est le coup de grâce absolu. Plus au sommet de l'État, Nixon prit la main dans le sac, et donc Nixon, à l'affaire 72, il démissionne en août 74. Et le film se situe exactement dans cet entre-deux-là. Et Nixon, c'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce, ça veut dire que d'un seul coup, dans le cinéma américain, un des grands thèmes qui va surgir à partir de là, ça va être l'opposition, on pourrait dire, d'un individu face à un système. Le système incarnant très souvent le système, l'État américain, ceux, on pourrait dire, en qui on avait confiance auparavant, qui d'un seul coup deviennent objet de suspicion. Et le film, Alfredo Garcia, je vous disais au début, ça emprunte à plusieurs genres, mais ça emprunte aussi à cette espèce de schéma, on pourrait dire, du film du complot, si vous voulez. Comme Point Blank de John Borman. Un homme est victime d'un système et décide, parce qu'il a été doublé, évidemment, là, et décide, la première partie du film, si vous voulez, c'est un film américain classique. On lui promet de l'argent, il va exécuter sa tâche, si tout se passe bien, voilà, il ramène la tête et basta. La seconde partie du film, c'est vraiment le désenchantement. C'est le moment où il se rend compte que le système l'a doublé et que lui va se retourner contre ce système-là. Et évidemment, se retournant contre ce système, il est dans le film tellement lié à Nixon, tellement lié à des hommes en costume cravate, qui commettent le pire dans des sets de tenues, on pourrait presque dire, on est entre des cadres, des hommes d'affaires, des hommes politiques, ils ont les mains propres. Ils sont tous en costume, avec quelques hommes de main, évidemment le Mexique, évidemment le tiers-monde, et évidemment dans l'Amérique de l'époque, la façon dont ces hommes de main-là, dans cette espèce d'hôtel qui ressemble à un hôtel, alors que ce soit un immeuble à la Watergate ou un ambassadeur hôtel, un truc extrêmement froid, qui envoie en gros la population du tiers-monde pour aller chercher Alfredo Garcia. C'est très intéressant, tout le rapport qu'il y a dans le film, on pourrait dire, entre les Américains qui arrivent, et puis les Mexicains. Les Mexicains, ils sont à deux niveaux dans le film. C'est d'un côté ceux qui se font complètement avoir, la petite main, etc. Et en même temps, c'est le chef. Évidemment, métaphore à l'époque de tous ces dictateurs avec lesquels l'Amérique a des rapports extrêmement ambigus. C'est le grand moment, évidemment, dans le coup d'État du Chili, vous savez ça par cœur. Ça, c'est quelque chose qui occupe beaucoup les Américains à l'époque. Et de la même façon qu'on a pu dire des westerns, de certains westerns de la fin des années 60, italiens, qui étaient type...
El Chuncho, enfin toutes ces choses-là, où les westerns italiens a eu une veine très très politique, se servaient du rapport entre les Américains et les Mexicains via la guerre de sécession, ou d'autres, ou un soldat et un péon, un paysan par exemple, pour traiter de la politique interventionniste des États-Unis en Amérique latine. Là, Peckinpah fait exactement la même chose. Hein. Et il faut dire aussi que lorsque Peckinpah, évidemment, il ne faut pas oublier que quand il tourne le film, il sort de Pat Garrett. Vous avez tous vu Pat Garrett ou pas? Hein, ça, Pat Garrett, c'est un film, on peut en parler, c'est extraordinaire. Vous l'avez vu? Non? Ah bon? Voilà. C'est pas grave, j'ai pas entendu. Ouais, parce que en fait, parce que Pat Garrett, qui est le film qui fait juste avant, donc il y a 3 versions, mais il y en a surtout 2 qui sont connues. Une qui est une version d'1h40, qui est sortie à l'époque, on a vu, et puis une version restaurée il y a une dizaine d'années, qui dure 2h02 avec un montage différent. Enfin, je vous conseille, peut-être celle que vous avez vue, je sais pas. Ah ouais, c'est celle-là. Mais bon, bah, tant pis. Hein. Mais non, mais bon. Là n'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que Pat Garrett, le Peckinpah, en garde un souvenir extrêmement amer. Et après le tournage, il dit mais maintenant c'est fini, je désavoue Hollywood, je pars m'installer au Mexique. Et c'est ce qu'il fait. Hein, il va s'installer au Mexique. Et à l'époque, l'industrie hollywoodienne lui fait payer très très cher ça. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qu'il va répéter en permanence, et notamment au moment de la sortie d'Alfredo Garcia. Et on pourrait presque dire que Hollywood, l'industrie, boycotte quasiment la sortie d'Alfredo Garcia. Le film, la sortie du film est totalement massacrée. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avant que le film ne commence, de voir combien le personnage de Benny, c'est évidemment une sorte d'avatar du personnage de Peckinpah lui-même. On peut avoir une autre lecture du film, indépendamment de ce qu'on s'est dit. C'est Benny, c'est quoi? C'est un cinéaste, hein, c'est un artiste, si vous voulez, miteux, minable, qui a été rejeté quelque part, c'est Peckinpah, au Mexique. Il est en train de faire le clown, jouer Guantanamera pour des touristes suédois et allemands, ce qui est quand même là, bon. Et en même temps, mais ce qui est intéressant, c'est que Peckinpah ne prend pas la défense de l'artiste. Il dit l'artiste, c'est quelqu'un qui vend son âme au diable et qui est obligé pour faire ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il va vendre son âme au diable. Il va accepter un contrat minable. Hein. On lui file une mallette d'argent, c'est comme un cinéaste. Hein. On vous file tant de millions, on fait votre film. Bon. Là, on lui file une mallette. Et puis, il suffit juste, on va aller, voilà. Au début, c'est intéressant parce qu'il se comporte comme un cinéaste, Benny d'ailleurs. Il achète des accessoires, il dépense de l'argent, etc., etc. Puis un jour, c'est le retour de bâton. Puis on se rend compte que le rêve qu'il pensait atteindre, son film de sa vie, hein, qui formule avec Isela Vega au bord de l'arbre, et ben ce film-là, Hollywood lui reprend très violemment. Et non seulement il va tuer sa femme, et le tuer lui, etc., etc. Donc c'est une métaphore extrêmement violente de ce que c'est que le statut d'un cinéaste, comme Peckinpah, évidemment, à l'époque, dans le cadre hollywoodien, hein, si vous voulez. Et à la fin, évidemment, il meurt, il ne se passe plus rien, c'est fini. Bon. Alors ça, c'est une autre, si vous voulez, lecture qu'on peut avoir de La Porte de Alfredo Garcia. Il y a autre choses que je voulais vous dire sur le film. La question du road movie. Parce que je pense que j'y reviendrai pas, à mon avis, dans le cycle. Le road movie... et là, le film y appartient totalement. Donc, je crois même que 74, ça doit être l'année où il y a plus de road movies qui sont tournés à Hollywood. C'est l'année du road movie 74. Et au même moment, vous avez notamment le Canardeur, justement, de Michael Cimino, enfin, beaucoup d'autres films de Eastwood, etc. Et le road movie, ce qui est passionnant, c'est que c'est un genre qui a toujours, évidemment, existé dans l'histoire du cinéma américain, pour ceux qui s'en souviennent, New York, Miami de Frank Capra, Les raisins de la colère de John Ford, tout ça sont évidemment des road movies, non pas à l'époque ils s'appellent évidemment pas road movie, on attendra 70 pour utiliser le terme road movie, même à l'époque d'Easy Rider, on ne connaît pas le terme, c'est au moment où un film de Bob Rafelson qui s'appelle 5 pièces faciles avec Jack Nicholson sort, qu'on se dit tiens, en ce moment la route commence à être à la mode dans le Nouvel Hollywood et on appelle ça, on se met à inventer ce terme de road movie, mais il n'existe pas évidemment à l'époque des premiers road movies, tout simplement. Parce que si vous voulez, le cinéma américain étant évidemment un art de l'espace et du déplacement, le road movie, c'est si vous voulez le descendant du western. Hein, quand on pense road movie, il faut toujours penser western en même temps. C'est pour ça que Alfredo Garcia a évidemment des motifs, si vous voulez, qui sont évidemment empruntés au western, avec cette idée géniale au début, c'est qu'il nous faut 3-4 minutes pour savoir à quelle époque se situe le film. On ne sait pas. On est au bord d'un lac, une femme, des types avec des espèces d'éperons peu à peu, et là on voit des chevaux. On croit vraiment qu'on est dans un western, on a du mal à situer un. Et c'est lorsque cette espèce de d'ogre, parce que le film est aussi un conte,
un conte noir, macabre, hein. Mais lorsque l'ogre lance son espèce d'ordre, disant Bring me the head of Alfredo Garcia, que là, on va pénétrer dans le monde moderne. Et on voit les voitures qui sortent, l'avion, etc. Mais il y a cette espèce de truc totalement intemporel que j'aime beaucoup et qui raconte aussi beaucoup de choses sur le film, hein. Cette idée que c'est quelque chose qui... voilà, on est du côté de la fable, hein, dans Alfredo Garcia, hein, totalement. C'est pour ça qu'il y a, quand je parlais du fantastique, on est toujours, par moments, la présence de la mort, du mort-vivant. Il y a quelque chose qui... Ouais, c'est un conte de fées qui tourne mal, hein, si vous voulez. Donc, le road movie, ça vient du western, évidemment. C'est quoi le road movie, pour faire extrêmement court? C'est que le western, ça raconte la grande histoire de l'Amérique. La grande histoire de l'Amérique, c'est la conquête de l'Ouest, c'est le trajet d'Est en Ouest, hein, c'est en gros de la Virginie à la Californie, et c'est le grand récit américain. Voilà, donc du western, parce que le western, c'est le genre qui raconte presque en temps réel l'histoire de l'Amérique. Bon, c'est leur chanson de geste, quoi, si vous voulez. Le road movie, en fait, ça répond à 2-3 critères. C'est que, l'idée du trajet continue, hein, si ce n'est que cette fois, on ne va pas faire comme dans le western le trajet d'est en ouest, mais le trajet en sens inverse. Le road movie est un genre qui prend la route américaine, mais à rebours du western, hein. L'Ouest a été atteint, la conquête de l'Ouest est faite, il n'y a plus d'espace, donc maintenant, sa façon de se déplacer sur le territoire américain, c'est pas d'aller à la recherche d'une zone sauvage à civiliser, c'est de faire le chemin inverse. Hein. Donc le road movie, c'est un art du retour sur le western, c'est un anti-western, si vous voulez, on fait le trajet inverse. Alors, le trajet est plus compliqué, on part de l'Ouest, on peut aller dans le Nord, on peut aller en Louisiane, comme dans Easy Rider, mais on se déplace dans l'autre sens, si vous voulez. Donc ça, ta première règle, c'est ça. La deuxième, c'est que ça va aussi avec, on pourrait dire, tout le moment de la contre-culture et des valeurs, hein, on pourrait dire, hippie, cette idée qu'il y aurait une vérité dans l'espace américain qui serait, en fait, le secret de l'Amérique. Il faudrait aller le retrouver à l'heure, évidemment, du Vietnam et toutes ces choses qui ont souillé l'idée de l'Amérique. Il faut aller la retrouver au cœur de ces paysages. Et le road movie, il repart d'abord dans cette espèce d'Amérique qu'il imagine fabuleuse. Hein, c'est tout le moment, c'est le grand moment écolo, si vous voulez, du road movie, voire du western. Hein, Jeremy Johnson, c'est un western, mais c'est un road movie écolo. Hein, la beauté de l'Amérique, elle est dans ces paysages. C'est là qu'il faut retourner. Dans Easy Rider, au début, il y a une célébration de la beauté du paysage américain qui est phénoménale. Hein, c'est une carte postale, Easy Rider, la première demi-heure, Monument de Vallée, Painted Desert, tout y est, quoi, hein. Et eux-mêmes, Dennis Hopper et Peter Fonda, sont même des spectateurs ébahis devant la beauté de l'Amérique. Hein, ça raconte aussi ça. Le road movie, c'est aussi un genre, alors ça, si vous voulez, c'est un genre géographique, spatial. Bon. C'est aussi un genre politique. Pourquoi ? Parce que le principe du road movie, c'est que, grosso modo, on prend la route, mais ce qui compte, c'est pas tant de l'endroit d'où on part, ni l'endroit qu'on veut atteindre, c'est plutôt le trajet qu'on va faire, évidemment, et c'est les rencontres qu'on va faire. Et le road movie, c'est l'histoire d'une série de rencontres. On s'arrête, hein, vous avez tous vu des road movies, on s'arrête, on reprend la route, et à chaque fois qu'on reprend la route, on est un peu plus fort des gens qu'on a rencontrés, de ce qu'on a appris, etc. Bon, c'est souvent d'ailleurs un genre de la désillusion, le road movie, évidemment. Bon. Pourquoi c'est si important ça dans le road movie, et comme c'est dans le western, c'est parce que le fait de s'arrêter, hein, sur les côtés, d'aller rencontrer des bouts d'Amérique, si vous voulez, c'est partir à la recherche à mon avis, il y a deux grands thèmes dans le cinéma américain, c'est l'espace et le peuple. Partir à la recherche du peuple, si vous voulez. Hein. Le peuple, il est devenu quoi ? Le western, maintenant on fait le retour, et on repart dans l'espace et repartir dans le temps, donc c'est repartir dans l'histoire de l'Amérique, revérifier, voir quelles sont ses plaies, voir ce qu'elle est devenue, hein, voir ressortir, si vous voulez, le motif du désenfouissement, c'est un truc qui est caractéristique du cinéma du Nouvel Hollywood, et donc on repart vérifier l'état du peuple, et évidemment il va très très mal. Le road movie, ça raconte ça. Ça raconte Easy Rider, tout va bien au début, communauté de Taos, tout le monde est accueillant, et puis plus ça va, puis un jour on tombe au Texas, et là on se fait tabasser, et puis même à la fin on se fait tuer par des types qui ont des fusils, etc. Donc le road movie, c'est aussi l'histoire du peuple impossible, si vous voulez. Hein, c'est l'homme qui repart à la recherche du peuple américain et qui se rend compte que ce peuple-là n'est plus possible. Bon. Et puis, il y a un autre sens au road movie. Là, je vais très très vite. Hein, road movie, on peut en parler des jours et des jours. Et un autre sens au road movie, c'est la dimension métaphysique. Voilà. Alors, il y a un cinéaste qui est important de connaître parce qu'il fait pas mal le lien avec Peckinpah, c'est Monty Hellman.
Hein, ça vous dit quelque chose, Monty Hellman? L'homme qui a fait The Shooting en milieu des années 60, L'Ouragan de la Vengeance, celui qui a fait Macadam à deux voix, Tulane Blacktop, celui qui a fait Cockfighter, même année que Alfredo Garcia, avec Warren Oates. Et Warren Oates, c'est aussi d'ailleurs presque le pont entre l'œuvre de Hellman. Warren Oates, c'est un des acteurs fétiches de Hellman, et c'était aussi un des acteurs fétiches de Peckinpah. Et pour moi, c'est un des plus grands acteurs du cinéma américain des années 70, c'est l'homme que vous avez vu là. Hein, qui a été beaucoup second couteau, qu'on a vu. Et puis à ce moment-là des années 70, il commence à jouer quelques premiers rôles. Parce qu'au début, Peckinpah avait pensé confier le rôle de Benny à Peter Falk, son ami. Mais Peter Falk était engagé dans le tournage de la série Columbo, il n'a pas pu. Et donc finalement, c'est Warren Oates qui est venu tourner ça. Mais Warren Oates, c'est la troisième, quatrième fois qu'il tourne avec Peckinpah. Donc c'est un habitué. Et c'est l'archétype de l'anti-héros Warren Oates. Hein, même s'il a joué, le personnage le plus héroïque qu'il ait joué, c'est Dillinger, film de John Milius, mais il a joué dans Cockfighter, dans Macadam à deux voix, il a joué avec Peter Fonda. C'est l'archétype, si vous voulez, de l'anti-héros. Et là, c'est le plus beau rôle, évidemment, de sa carrière. Bon. Et donc la dimension métaphysique du road movie, elle est importante parce qu'au fond, on prend la route pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour, en fait, en savoir plus sur soi-même et son identité. Ce qui fait qu'il y a très souvent une figure classique du road movie, et c'est pour ça qu'un film comme The Shooting, vous l'avez vu, The Shooting de Monty Hellman, c'est Warren Oates, qui traverse le paysage américain à la recherche d'un criminel. Alors c'est intéressant de comparer ce film à Alfredo Garcia. Et puis un jour, il va le trouver. Le problème, c'est que ce criminel, c'est son sosie et son double. À la toute fin du film. Cette apparition incroyable, fantastique, et il tire sur son double. Bon. Or, Alfredo Garcia, c'est aussi une forme de double de Benny, si vous voulez. Hein, cette espèce de tête, cet homme mort, on voit bien qu'il y a entre ces deux personnages, l'un est vivant, l'autre étant mort, il y a une relation extrêmement bizarre. D'ailleurs, c'est un film très curieux de ce point de vue-là. C'est presque une histoire d'amour triangulaire, hein, entre un mort dont il restera plus qu'une tête, un vivant et cette femme. Hein, c'est aussi très violent, hein, ce que racontent évidemment tous les dialogues de Benny avec la tête. Hein, dans la voiture, cette tête qui pourrit, qui attire les mouches, de la glace, qui attire les chats, c'est quelque chose évidemment cauchemardesque. Bon. Et donc le road movie, c'est aussi un genre métaphysique. En fait, on part à la recherche de soi-même. Et très souvent, ce qui est passionnant, c'est que soi-même, c'est le double. Hein, au bout de la route, qu'est-ce qu'on trouve? C'est soi-même. Donc on se dit, alors finalement, quel intérêt de prendre la route? C'est l'histoire du Le Magicien d'Oz, c'est un road movie, si vous voulez. Hein. Vous avez tous vu Le Magicien d'Oz? Hein. Et l'histoire de Dorothy, c'est ça, elle est au Kansas, c'est filmé en noir et blanc, c'est King Vidor qui filme, en sépia plutôt. C'est un peu tristounet, il n'y a pas de travail, elle s'ennuie, etc., etc. Puis un jour, il y a une tornade formidable, et puis donc elle part de chez elle, c'est le grand road movie qui passe pas par la route, mais qui passe par une tornade. Et là, elle arrive au Pays d'Oz, et évidemment, il y a une spirale, la fameuse route de briques jaunes, c'est la route théorique du road movie qui amène au Pays d'Oz. Puis le Pays d'Oz, c'est dirigé par un espèce on pense que c'est un type qui a des pouvoirs formidables, un magicien extraordinaire, et c'est juste un petit gros ventripotent qui actionne des feux d'artifice, des pétards et des lumières. Et qui lui explique à la fin, le désir de road movie, elle le rencontre à ce moment-là, et le magicien d'Oz lui dit, mais bon, ça sert à rien de venir, je peux rien pour vous, je peux rien pour le lion, je peux rien, etc. Et alors à ce moment-là, Dorothy lui dit, mais alors finalement, j'ai fait tout ce trajet pour rien. Quand ça a servi de venir au Pays d'Oz si j'avais la même chose chez moi au Kansas, d'où la dernière phrase du film, There is no place like home. Et là le magicien lui explique, oui, mais si t'es pas venu, tu t'en serais pas rendu compte. Ça veut dire que c'est un paradoxe génial du road movie, c'est qu'il faut prendre la route, si vous voulez, pour se rendre compte qu'il ne faut pas la prendre. Mais on ne sait pas au départ. Donc c'est toujours ça, c'est l'histoire évidemment du road movie. Et une autre chose que je voulais vous dire, après je vais vous laisser la parole. C'est par rapport à la constellation de films qui permettent d'aborder Alfredo Garcia, c'est John Huston. Voilà. Est-ce que vous avez repéré dans le film une référence d'ailleurs à un film de John Huston extrêmement précise? C'était en fait dans la fameuse séquence du bar au tout début, vous avez vu avec ses lunettes noires, vous avez repéré le portrait de Nixon sur le billet derrière et tout ça. Hein, bon. Et cette image géniale, avec la couverture de Time, les pieds dans l'eau et l'œuf, enfin c'est l'art du raccourci de Peckinpah, tout est dit quoi. Mais bon, c'est pas ça que je voulais parler, c'est qu'au tout début, lorsque les deux arrivent dans cette espèce de bar, et donc ils discutent, la violence, ils proposent de l'argent, voilà, vous savez où est Alfredo Garcia, retrouvez-nous à tel hôtel, etc. Et ils s'en vont.
Et à ce moment-là, il y a Benny, donc qui demande à l'un des deux, Robert Weber, qui lui demande quel est son nom. Et l'autre lui répond Fred C. Dobbs. Et Fred C. Dobbs, c'est le nom du personnage de Bogart dans la Sierra Madre. Bon. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand on a le trésor de la Sierra Madre en tête, c'est fou comme c'est, pour le coup, un patron, un modèle d'Alfredo Garcia. Peckinpah n'était pas un fan de Houston, mais adorait le trésor de la Sierra Madre. Pour lui, c'était la métaphore absolue de son cinéma à lui. Cette idée de l'échec, le cinéma de Peckinpah, il est hanté par l'échec, même si l'échec est glorieux, magnifique. Mais ce sont des films qui ne parlent que de ça. Pourquoi on n'y arrive pas? En gros, c'est ça le cinéma de Peckinpah. Pourquoi ça marche jamais? Et donc, évidemment, le trésor de la Sierra Madre, c'est un des plus grands films de cette histoire-là. Et lui voyait Alfredo Garcia comme une sorte de transposition, si vous voulez, du film de Houston. Si ce n'est que la fameuse somme d'argent qui se volatilise à la fin du film de Houston. Vous l'avez vu, ce film de Houston? Non? Bah, vous voyez, si vous avez l'occasion, c'est un classique, ça s'appelle Le Trésor de la Sierra Madre. Ça se passe évidemment au Mexique, avec Humphrey Bogart, et Bogart qui, pareil, part à la... Je ne vais pas vous dévoiler évidemment l'histoire, ça serait dommage, mais qui part à la recherche d'un trésor, et voilà, ça va pas très bien se terminer. Bon. Et Peckinpah a utilisé le même modèle que la Sierra Madre, avec la tête, si vous voulez, d'Alfredo Garcia. C'est exactement la même chose, et c'est un film qui raconte la façon dont évidemment on poursuit en fait un objet, un horizon. Cet horizon, c'est évidemment c'est un mirage qui s'évanouit totalement. Et dans le cas du film de Houston, c'est de l'argent. Et là, c'est même pas une tête en fait, c'est un autre mode de vie. Ça que je trouve très touchant en fait ce que montre bien Peckinpah dans Alfredo Garcia, c'est que on sent bien que l'argent, en fait, au début, on pense qu'il est un peu minable, Benny. Il n'en fait pas du tout un personnage. Et de ce point de vue-là, Peckinpah est aussi lucide sur lui-même. Quand il se dit, mais moi aussi, j'ai fait ça. J'ai fait des films, j'ai accepté des choses, peu importe. C'est comme un portrait très en demi-teinte de Benny. On ne peut pas dire que ce soit un type auquel on a envie de s'identifier. Il est un peu désagréable, il a beaucoup de défauts. C'est vraiment un loser, un anti-héros. Il faut mettre du temps pour commencer à l'apprécier. Et à se demander finalement à quoi on s'identifie dans le film, à lui. Pourquoi, pour quelle raison? Ou d'un moment, c'est avec lui qu'on est. Parce que lorsque on a tous les dialogues avec Isela Vega, j'aime beaucoup ce moment-là. Et c'est là que notre identification, elle est extrêmement instable dans le film, notamment ce grand dialogue, lorsqu'elle dit mais pourquoi tu vas m'épouser avant, et lorsque lui dit bon, on va déterrer la tête d'Alfredo Garcia, fais-le si tu le fais pas pour moi, fais-le pour lui. C'est atroce, ce type d'argument qu'il utilise, et en même temps lui a conscience d'être un minable à ce moment-là, et elle a conscience que, j'aime beaucoup toutes ces séquences-là, parce qu'elle a conscience qu'il est minable, elle l'aime quand même, et elle va pas lui dire. C'est ça l'amour, c'est de dire je sais que t'es minable mais je vais pas te le dire, quoi. Ça c'est un moment génial évidemment dans le film, et donc toute la métaphore du film de Houston se retrouve dans le film de Peckinpah, jusqu'au jeu de Warren Oates. Warren Oates il joue comme Bogart dans le film. Si vous avez un peu en tête la façon dont on joue Bogart en général, ses mimiques, sa façon de se comporter, sa façon d'être, etc. Warren Oates avait très consciemment pris comme exemple Humphrey Bogart pour jouer le rôle de Benny dans le film de Peckinpah. Petite chose aussi à laquelle je pense, c'est le tout dernier plan du film, évidemment. Cette espèce de violence inconfortable qui est maintenant le pistolet tire sur nous. C'est un moment extrêmement violent. Et c'est aussi une référence en fait, à ce on date généralement comme le premier, on pourrait dire, western de l'histoire du cinéma, qui est un film de 1903, qui s'appelle The Great Train Robbery. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un cinéaste qui s'appelait Edwin Porter. Et le film était connu pour 2-3 innovations à l'époque, dont un gros plan, etc. Et notamment parce que le film se terminait avec le bandit qui tirait sur le spectateur. On est en 1903. Le film s'achevait avec ce bandit tirant avec son petit colt sur le spectateur. Et Peckinpah a voulu, qui a évidemment un grand cinéphile, une connaissance encyclopédique de l'histoire du cinéma américain, a voulu terminer son film avec cette espèce d'hommage à l'origine du western, disant aussi que ce film s'inscrit dans cette tradition-là et en est presque la fin. La conclusion, Alfredo Garcia, c'est peut-être le dernier western, de cette façon, si on veut. D'autant plus que le dernier western se passe au Mexique. Parce que c'est aussi, je vous le disais, dans l'imaginaire de Peckinpah, c'est au-delà du Rio Grande qu'il y a le paradis. C'est pas les champs de miel et de vin de la Californie, quoi, si vous voulez. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut faire une remarque, peut-être. Quelqu'un veut intervenir? Est-ce que vous aviez vu
vous, d'autres films. Alors, Les Chiens de Paille, j'ai compris que vous l'aviez vu. Vous avez vu d'autres films de Peckinpah, à part donc Alfredo et Les Chiens de Paille. La Horde Sauvage, vous avez vu des films de Peckinpah? Oui, enfin, j'ai pas vu La Horde Sauvage. Bon, simplement, ce que je voulais dire, votre analyse a été vraiment intéressante. Enfin, Alfredo Garcia, il m'a plutôt fait penser aux Chiens de Paille, justement. Donc, j'ai eu beaucoup de similitudes, notamment quand on regarde le personnage de Garcia. Comme vous dites, c'est plutôt un anti-héros, mais il m'a rappelé celui qui était joué par Dustin Hoffman dans le précédent film, où effectivement, on a l'impression que c'est ces personnages qui sont plus ou moins, je vais dire tranquilles, mais en tout cas un peu dans leur bulle, et puis tout d'un coup, la violence apparaît à un moment du film, et ils sont pris dans un engrenage, et après il y a une question de survie aussi, quand on regarde bien, survie face à l'adversité, face à la violence qui se déchaîne, et quitte à utiliser les mêmes méthodes, de toute façon, dans les deux cas. Après, c'est quand même Alfredo Garcia, ça m'a plutôt fait penser à la filmographie de Eastwood. Dans certains films, un peu comme par exemple José Wells, et surtout Impitoyable. Donc sur la question du traitement de la violence et comment ça agit sur les individus, et puis aussi, comme vous le disiez, ça se répercute sur l'ensemble de la société américaine, d'une certaine manière. Bon là, en l'occurrence plutôt la société mexicaine. J'ai quand même entendu dire qu'en fait, ce rapport à la violence dans les films, dans ces films, c'est parce que Peckinpah avait été vraiment traumatisé par son expérience durant la Seconde Guerre mondiale. Tout le déluge de violence, de feu de fer. Aussi, oui, bien sûr. Oui. Ouais, voilà. Le massacre des Indiens, il s'était même fabriqué une fausse identité indienne. Il disait aux gens que son grand-père était indien, ce qui n'est pas vrai du tout d'ailleurs. Mais il s'était fabriqué cette légende-là, qu'on retrouve même encore aujourd'hui. Beaucoup de gens disent Peckinpah, son grand-père était indien. Ouais, j'étais pas au courant de ça, mais bon. Après, alors pour répondre à votre question, dans la plupart des films que j'ai eu de sa filmographie, celui que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est Les Croix de Fer. Où là, effectivement, on retrouve aussi beaucoup d'éléments par rapport à ce que vous avez indiqué, notamment vraiment comment le rapport avec la violence. Bon, là, on est vraiment dans un contexte de guerre sur le front de l'Est, mais effectivement, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce film-là, c'est vraiment la rivalité entre les deux officiers, en fait. Ça tourne un peu, on a l'impression aussi par moments à la lutte de classe sociale, en fait, entre l'un donc qui est issu de l'aristocratie, qui veut par tous les moyens décrocher sa croix de fer, et puis l'autre qui est beaucoup plus vraiment un homme de terrain, proche de ses camarades de troupe, le cœur assez vaillant, mais effectivement, et puis là aussi c'est intéressant, on retrouve aussi ça un peu d'ailleurs, cette rivalité dans Major Dundee, et comment une rivalité là entre deux hommes, c'est effectivement le système qui les broie, mais aussi comment cette rivalité est source de violence aussi, donc c'est une sacrée mise en scène, non? C'est Peckinpah, c'est phénoménal, mais surtout que vous disiez les conflits. Ce qui est intéressant, c'est que y a quelque chose qui est au cœur de tous les films de Peckinpah. Alors c'est intéressant de se dire comment ça apparaît dans Alfredo. C'est évidemment le conflit, on pourrait dire, entre deux personnages dont l'un est soit le reflet inversé, ou le passé de l'un, ou le futur de l'autre. Mais c'est Pat Garrett et Billy the Kid, c'est qu'ils ont été ensemble. Et puis un jour, parce que la loi, qui est le grand problème pour peut-être pas le temps de développer ça parce que ce serait encore beaucoup trop long. Le problème de la loi chez Peckinpah. Peckinpah, c'est un cinéaste qui croit à la loi naturelle des hommes entre eux. Que la loi pondue à Washington par un gratte-papier, c'est quelque chose qui l'horripile. Et Pat Garrett, ça raconte ça. Il n'y aurait pas eu cette loi-là, on serait ensemble. Parce qu'il y a la loi, je suis obligé de te tuer maintenant. Bon, on dit c'est les mêmes que la loi transforme en opposants. Comme dans La Horde Sauvage, vous le verrez, La Horde Sauvage, William Holden et Robert Ryan, ils ont été ensemble. Ils ont fait des coups ensemble, cambrioleurs ensemble, et puis un jour, pour des raisons que je ne vous dévoile pas pour ceux qui n'ont pas vu le film évidemment, ils sont obligés de se combattre. Mais en fait, et Pat Garrett et Billy the Kid, ce qui est passionnant, c'est effectivement, je comprends quand vous dites Pat Garrett, le rythme est très étrange de Pat Garrett, parce que c'est un film qui est fondé sur une poursuite, l'histoire de Pat Garrett qui poursuit Billy the Kid, si ce n'est que Peckinpah l'a perverti complètement en disant que c'est une poursuite qui est contrainte et pas désirée. C'est Pat Garrett poursuit Billy the Kid, mais il n'a pas envie de le poursuivre, il n'a pas envie de l'atteindre. Et Billy the Kid, en gros, ça qui est génial, par amitié pour son pote, au bout d'un moment, arrête de le poursuivre, arrête de s'enfuir. Il dit viens me chercher, mais l'autre veut pas y aller. Donc c'est un film, c'est l'anti-western absolu, puisque je sais qu'il y a eu beaucoup de films autour de l'histoire de Pat Garrett et Billy the Kid, ces deux rapports-là. Lui, Peckinpah rompt
ce que c'est que la loi, à savoir que l'un court après l'autre et tente de l'avoir. Lui, il le filme sur le mode de la contrainte. La poursuite, elle n'est pas désirée. Mais les deux personnages, c'est encore un conflit. Dans Les Chiens de paille, c'est évidemment ce conflit. Alors là, il y en a plusieurs entre l'homme et la femme, entre deux hommes pour une femme, etc. Et ce qui est génial dans Alfredo, et ça m'a toujours une des phrases que je préfère dans le film, c'est quand il dit occupez-vous du fils, moi je m'occupe du père. Puis je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Et moi j'ai mis longtemps à comprendre ce que disait à ce moment-là Warren Oates à toute fin du film, vous vous souvenez, quand il vient de tuer El Jefe, et puis donc là, il part avec son petit panier. Et je me dis, alors il y a plein de façons de comprendre sans doute cette phrase, mais je me dis que c'est assez beau parce que c'est à ce moment-là qu'il se suicide, précisément, dans le film. Lorsqu'il dit « occupez-vous du fils des vivants, ceux qui restent, etc. » Sachant que là, encore une fois, vous avez vu, c'est pendant un baptême qu'a eu la tuerie, comment le pétard se mélange au fusil. Encore une fois, ce qui prouve la vie prouve la mort, c'est qu'il n'y a jamais une valeur positive chez Peckinpah ou une affirmation d'une vie chez Peckinpah sans qu'il y ait au même moment l'affirmation de son contraire. La mort, etc. Ça, c'est caractéristique de lui, et c'est ce qui, à mon avis, en fait tout son prix. C'est extrêmement beau et puissant en même temps. Et lorsqu'il dit « je m'occupe du père », ça veut dire quoi s'occuper du père? Il ne va pas s'occuper d'une tête qu'il met dans la glace depuis le début. S'occuper du père, ça veut dire le rejoindre. Vous rejoignez votre fils, moi je rejoins le père. Et rejoindre le père, c'est évidemment, c'est aller au suicide. Et dans la fin, vous avez bien, la fin elle est belle, parce que la fin, il n'y a pas de riposte, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de gunfight. À la fin, c'est une exécution d'un type qui est là, qui évidemment va se faire détruire par tous ces membres de la bande de El Jefe, qui sortent comme des rats des murs, c'est-à-dire que le système gagnera toujours, parce que quand un rouage disparaît, 25 surgissent derrière. Évidemment, c'est la force du système, ce que nous dit Peckinpah, sur l'individu. Et en même temps, c'est aussi la grandeur de l'individu sur le système, c'est que l'individu, quand il décide, il peut mourir. Et à la fin, quand il dit « je rejoins le père », c'est ça. Évidemment, là, il sait que c'est mort pour lui. Il sait aussi, et c'est ça que j'aime, de la façon dont le film fait sentir ça sans jamais le formuler, il sait ce que ce monde-là, au fond, n'est pas pour lui. Ça, c'est un grand truc du cinéma de Peckinpah. Et quand le monde n'est pas pour soi, il y a deux façons de faire. Ou bien on tente de s'y adapter, ça c'est le compromis, c'est les Nixoniens. Donc on vend son âme au diable, ce qu'il a aussi fait au début. Il commence comme ça, Benny. Il commence très bas dans le film. Quand vous le voyez, c'est quand même. On sent j'aime la façon dont Peckinpah arrive à faire surgir un personnage, un passé très rapidement. On sent qu'on n'a pas vécu la descente aux enfers avec lui, mais on a presque le sentiment qu'elle l'accompagne. Bon. Et en même temps, ce personnage-là, Benny, dans le film, ce personnage-là, à la fin, il se dit, il est hors de question de m'adapter. M'adapter, ça veut dire quoi? C'est le moment où il décide de tuer El Jefe. Quand il dit non, le non c'est quoi? C'est non, j'accepte pas ce système-là, ce principe-là, même si je peux repartir avec la mallette, parce que toute la fin, elle a un côté cornélienne. C'est-à-dire qu'à chaque réplique, à chaque moment, on sent qu'il y a des choix éthiques qui se font dans sa tête. Il se forme pas ça. Attention, c'est pas Costa Gavras qu'on regarde, quoi. C'est subtil, donc on ne sait pas. Effectivement, chaque réplique est là, c'est-à-dire que le personnage, en fait, il y a une maturité géniale qui apparaît en 3 minutes. Parce qu'en fait, au début, il se compromet, il déterre la tête, en plus, et puis la profanation, évidemment, de la tombe, par rapport, dans un pays qui s'appelle le Mexique, c'est terrifiant tout ce qu'il fait. En fait, c'est glauquissime. À la fin, et ensuite, il y a le retrait, le déni. L'homme n'est presque pas mort, il se met à lui parler, la femme a disparu, il y a la folie, le moment de la folie d'Alfredo Garcia, et puis quand il retourne dans l'hacienda de El Jefe, là c'est le retour au réel, c'est-à-dire que la rédemption, c'est un des grands thèmes de Peckinpah, c'est là qu'elle arrive. Elle arrive quand, effectivement, il dit non. C'est un des plus beaux noms de l'histoire du cinéma, les noms de Alfredo Garcia à la fin. Il comprend tout, étape par étape, quoi. Non, j'accepte pas le système. Non, effectivement, je pourrais mener cette vie-là, mais riche comme un minable. Et là, il retrouve un peu de grandeur, si vous voulez, et évidemment, il se suicide, quoi. Et ça, pour moi, la fin, elle est magnifique. C'est l'occasion où on peut trouver la BO, la bande originale du film, parce que Jerry Fielding, qui était le compositeur de la plupart des films de Peckinpah, et la bande originale, elle est absolument magnifique. Il y a notamment un très 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 beau morceau. Pour moi, c'est le seul défaut du film, c'est que je pense qu'il est mixé trop bas au moment où il arrive la première fois à l'hôtel pour récupérer ce qu'il imaginait son avance. Et il y a une très très belle mélodie, malheureusement, qui est très basse. Et si vous avez l'occasion
de récupérer la BO ou de la télécharger sur YouTube, on la trouve n'importe où. C'est une des plus belles BO de Jerry Fielding, quoi. Bon, moi j'ai une dernière petite question peut-être. C'est par rapport au sous-titre qu'on a mis pour le cycle Ciné 70s, Ouais. le nouvel Hollywood, comment sortir d'un rêve éveillé. Ouais. Et en fait c'est une expression que j'ai reprise dans un texte qui est à propos d'Alfredo Garcia dans votre livre. Ouais. Et je veux savoir si vous pouviez peut-être... Alors en fait, c'est même pas. En fait, c'est même pas de moi. C'est exactement une citation de la Métamorphose de Kafka. C'est-à-dire que la Métamorphose de Kafka s'ouvre avec ça. Comme au sortir d'un rêve éveillé, j'étais un cafard. Ça commence comme ça. Et pour moi, c'est ce qu'est le nouvel Hollywood. C'est-à-dire que la période dans laquelle on est en train de rentrer, ce que je disais tout à l'heure, le moment du désenchantement, de la désillusion, vous voyez, ce moment où on sait que c'est fini, mais on va mettre du temps à le comprendre, c'est ça. On sort du rêve éveillé. Le rêve éveillé, c'est le lauréat, c'est tous ces films-là, 67, 68, 69, avec beaucoup d'énergie, où d'un seul coup on croit, où le cinéma, on pourrait dire, résonne avec la croyance d'une Amérique envers d'autres utopies, des sociétés alternatives, un autre mode de vie, etc. À partir de début des années 70, c'est complètement mort. Et là, le rêve éveillé est fini, et on en sort. Et Alfredo Garcia... et dans beaucoup de films de la période, utilise c'est toujours intéressant de voir les motifs qui circulent indépendamment des genres et des auteurs. Comme quoi, parfois, il y a des vérités transversales, si vous voulez, qui racontent plein de choses sur une période. Et il y en a plein, il y en a notamment deux. C'est la question du désenfouissement, l'enterrement, le déterrement. Je pense à Délivrance, par exemple, je veux dire, la fin de Carrie. On pourrait citer un nombre d'exemples incalculables. Ce motif des morts qu'on va déterrer jusqu'aux zombies, qui est la grande figure, on pourrait dire, métaphorique de ça. Et dans Alfredo Garcia, ça n'arrête jamais. On a sorti un mort qu'on aurait dû laisser tranquille, s'enterrer, désenterrer. C'est ça qui est très très beau dans le film Elita. Enfin bref, donc c'est une figure très importante du cinéma américain de cette époque-là. Donc cette espèce de motif-là. Et puis l'autre motif, c'est la frontière très très ténue qu'il y a, non pas entre le rêve et le cauchemar, mais entre la réalité et le cauchemar. Et le film, il a une ambiance ouatée, bizarre. C'est que moi, j'aime beaucoup son traitement. On parlait du début tout à l'heure, la façon dont on ne sait pas vraiment où on se situe, c'est un peu flottant. Et le film est souvent comme ça. Le moment, la nuit américaine, c'est assez beau qu'il ait choisi de filmer évidemment le réveil d'Elita avec un procédé de nuit américaine, alors qu'à l'époque, ça ne se fait plus du tout dans les années 70. On filme vraiment de nuit, on filme vraiment de jour. Et là, il y a un côté jour-nuit. Tout le film est dans cette espèce d'entre-deux, on pourrait dire permanent. Le mort, le vivant, le jour et la nuit. On sent qu'il y a quelque chose qui est à la fois la réalité et le conte. Et le film est toujours, on peut dire, sur cette espèce de crête-là. Et quand je parlais de fantastique, c'est à ça que je faisais essentiellement allusion, c'est il y a une forme d'irréalité, un peu vraiment presque cotonneuse, à ce qui arrive au personnage, quoi. Et quand je dis que c'est un cauchemar, mais c'est pas au sens premier, on a le sentiment que lui va en fait rentre dans un cauchemar pour l'essentiel du film avant d'en ressortir à la fin. Il passe du cauchemar à la mort, mais en gros c'est ça. Ben voilà. It's done, c'est bon pour Alfredo. Alors c'est quoi le mois prochain? Alors le mois prochain, c'est À cause d'un assassinat. Ah ouais, alors là, ça c'est quelque chose. Vous l'avez déjà vu, À cause d'un assassinat, le film d'Alan Pakula, la même année, 74. Là, vous allez voir, c'est le chef-d'œuvre du cinéma du complot des années 70. Donc, je pense à des plus grands films américains, voilà. Vous voyez, je sais pas, de Erin Brockovich à Insider de Michael Mann, tout le monde, tous ces films-là, ils sortent tous de la cuisse du film de Pakula, quoi. Un film avec Warren Beatty, qui est un film extraordinaire, un chef-d'œuvre. Parallax View en anglais. Ça serait bien, la prochaine fois, peut-être si on a le temps, justement, de parler de tous les films actuels qui renvoient à cette période. Mais là, on va peut-être arrêter là. Mais ça, je vous en parlerai là. Alors, le mois prochain, on en parlera pas mal de ça. Parce que Pakula, on le retrouve partout, quoi. Chez Soderbergh, chez Michael Mann, enfin c'est vraiment... moi je vous en dirai plus quand on le verra, mais si vous avez l'occasion de venir, ça serait bien, quoi. Je vous souhaite une très bonne soirée, et donc rendez-vous le combien? Je sais plus, dans un mois, c'est ça? C'est sur le programme, voilà.